Meep, Oui. maire de Schnersheim, Oui. et gérant de la menuiserie Weidmann. Oui. Weidmann Weidmann. Weidmann. Oui, Weidmann. D'accord. J'avais une question que je me suis posée quand j'ai fait mes petites recherches. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que vous ne vous appelez pas Weidmann. Non, mon beau-père avait donc une entreprise avec 3 filles. Mhm. Et puis à un moment donné, personne ne voulait reprendre. Je ne sais pas du métier. Hein. Mhm. Voilà. À 36 ans, donc j'ai refait une formation. Donc voilà, c'était un passé relativement atypique. Donc c'est le nom du beau-père. C'est le nom du beau-père, voilà. D'accord. Vous avez 66 ans Oui. et vous êtes en pleine forme. En pleine forme, je dis bien, tant que je suis en forme, homme de contact depuis toujours, hein, puisque j'étais dans l'éducation nationale avant. Ah tiens. Oui, donc j'ai besoin tous les matins de me lever, d'être en forme et d'avoir des jeunes autour de moi. Et c'est vrai que je suis bien entouré au sein de l'entreprise, il y a beaucoup de jeunes qui pourraient maintenant, qui sont aptes à pouvoir suivre le chemin que je leur ai tracé. D'accord, on sent qu'il y a une petite volonté derrière, on va en parler justement. Oui. Mais bon, il faut leur laisser le temps. D'accord. La société a été créée en 2005, si je ne dis pas de bêtises. Alors, c'était donc avant une société artisanale qui date de 1950, 1950, qui a été transformée en SARL donc en 1980. D'accord. Et j'ai repris l'entreprise donc en 90. D'accord, donc le 2005 doit être une date administrative Voilà. que j'ai trouvée quelque part. Oui, parce que la société avait changé, puisqu'entre-temps on avait racheté une autre société. Alors, vous me disiez, vous n'étiez pas dans la menuiserie. Non, pas du tout. Moi, j'avais une petite question qui est super bien rédigée. Quelle est votre formation professionnelle? Comment êtes-vous arrivé à ce métier? Alors, j'ai fait un bac littéraire, j'ai D'accord. fait du latin, j'ai fait du grec. D'accord. Et j'étais donc en internat jusqu'au bac. Ensuite, je suis passé dans la formation spécialisée, j'étais éducateur spécialisé. D'accord. Et je m'occupais de caractères délinquants. Pendant de nombreuses années, j'étais chef de service, donc dans un établissement fermé, donc à l'internat. Mhm. Et on s'occupait, donc je m'occupais essentiellement de la partie technique. Donc on enseignait de la technique. Mhm. Il y a des jeunes qui avaient des difficultés sur le plan relationnel, mais également sur le plan intellectuel. Ce qui explique que vous n'avez aucun problème pour discuter avec moi. Donc à 36 ans, c'est vrai que j'ai repris le flambeau, voilà, j'ai refait une formation. Mais comment, enfin, On saute de l'un à l'autre? Voilà, parce que non, parce que j'étais souvent ici. Durant mes congés, j'étais souvent là, j'épaulais les beaux-pères, et puis voilà, aucune des 3 filles ne voulait suivre l'affaire. Donc j'ai repris tout ça. Ma femme travaillait à l'hôpital civil, elle faisait des nuits, elle était infirmière, et ainsi de suite. Donc on a vraiment tout fait pour qu'on reprenne tout ça tout doucement. D'accord. Voilà. D'accord. Ah, c'est atypique, c'est ce que vous me dites. Vraiment atypique. C'est vrai que c'était pas quelque chose de facile à faire. Moi, c'était clair dans ma tête, mais par contre, mes collègues, elles me voyaient plutôt comme futur directeur d'une maison. Et du jour au lendemain, je dis, écoutez les gars, maintenant je prends un congé sabbatique, je vais changer mon orientation professionnelle pour 1000 raisons. Certains ne comprenaient pas. Ça fait longtemps que je serai à la retraite. Officiellement. Si vous étiez toujours dans l'enseignement, oui, voilà. Quelque part, voilà, c'est ça. Mais est-ce que vous seriez heureux? Ça, c'est un autre problème. J'avais 36 ans quand j'ai carrément changé de 360 degrés. D'accord. Ça fait maintenant 30 ans déjà que vous êtes dans le bois. Dans le bois. D'accord. Vous me disiez, alors c'est dans mes questions, c'est après, mais vous travaillez avec madame. Votre femme. Madame, donc elle était à l'hôpital, donc elle faisait même des nuits, donc à un moment donné elle est passée à mi-temps, puisque je ne pouvais pas supporter la charge tout seul. Et après, elle a repris la partie administrative, elle s'est formée sur le tas. C'est elle qui gère tout. Les comptes, tout de A à Z. Le comptable vient ici tous les trimestres, tout le reste elle gère. Elle est très rigoureuse, je suis exigeant, je le reconnais, mais on s'en sort bien. Donc vous travaillez avec madame, et vous travaillez avec d'autres personnes, vous travaillez avec combien de personnes au total? Alors la volonté, donc c'était toujours d'avoir des jeunes autour de moi, donc pendant longtemps nous avons pris des jeunes en difficulté. Donc il y a des gens qui sont passés chez nous, qui ont fait un apprentissage, non pas en 2 ans, mais en 4 ans. C'était pas facile, parce que il fallait se bagarrer à l'éducation nationale, parce que pour eux c'est des schémas, voilà. Mais on a tenu le coup, donc tous les jeunes qui sont passés dans l'entreprise ont réussi. Tout le monde travaille. C'est beau.
J'allais dire, c'est beau. Voilà, parce tout le que monde c'est- réussit. Il y a des jeunes qui sont partis, qui sont revenus. Il y en a d'autres qui aimeraient revenir, mais on ne peut pas non plus accueillir tout le monde. Donc tous les jeunes qui sont là, enfin c'est maintenant des messieurs qui ont 40 ans, même entre, on va dire entre 30 et 46. Et ils ont tous été formés un par un, tous ont été formés dans une entreprise. D'accord. Et j'allais dire, je trouve que c'est beau parce que c'est déjà difficile quand on est à son compte de gagner sa vie, simple tous les jours, en ayant ce geste-là d'embaucher des gens qui ne sont pas forcément des gens faciles au départ. Non, pas facile du tout. Mais peut-être qu'ils vous le rendent. Ouais, c'est-à-dire qu'il y en a qui reviennent, 2-3 ans après, qui reviennent pour voir, nous saluer, nous dire comment ça se passe, et ce qu'ils sont devenus, ils ont une famille, ils ont des enfants, et ainsi de suite. Donc j'allais dire, en termes de qualification, au départ, c'est pas des gens qui sont menuisiers. Non. Ils viennent vers la menuiserie par... Ils ont une idée derrière la tête, souvent suite à un échec scolaire ou des problèmes familiaux. Voilà, ils viennent, ben, les parents les ramènent, ou alors c'est souvent des parents qui sont seuls, hein, donc père ou mère. Voilà, est-ce que tu pourrais pas essayer avec ce jeune de faire quelque chose? Voilà, alors on démarre, on fait un bout de chemin ensemble, si à un moment donné ça va pas, on arrête. Mais allez, on va dire 90% de jeunes sont restés et puis sont arrivés au bout. D'accord, ben, c'est toujours valorisant de faire quelque chose qu'on réussit. Voilà. Donc vous les trouvez par le biais de l'éducation nationale, c'est vous qui allez vers eux, Non, c'est des gens qui êtes contactés, c'est des gens qui viennent nous voir. qui viennent vous voir Voilà. directement, Directement. Sans D'accord. passer par l'éducation au nationale. niveau de la lumière dans l'atelier. J'arrête, il y a des gens qui s'arrêtent. Et puis voilà. D'accord. Donc ce sont des gens qui restent pas forcément longtemps, qui restent quelques années, qui Il reviennent. Vous reste avez encore des gens... minimum 2 ans. D'accord. 2 ans, là j'en ai repris un. Là qui a démarré, bon, le niveau est très faible, mais on va quand même essayer de le faire progresser. Donc vous continuez. Ouais. D'accord. Ouais, toujours. En termes de métier, vraiment techniquement, si on rentre un peu dans la technique, il y a des spécialisations, tout le monde sait tout faire. Alors, tout le monde sait tout faire dans D'accord. le besoin. Tout le monde sait tout faire. Et peut-être des gens Mais par plus- contre, on a comme le métier a beaucoup évolué, énormément évolué, hein, puisque dans le temps, je me souvenais, les camions arrivaient avec des plots, pinces, sapins, chaînes, Oui. et ainsi de suite. C'est beaucoup plus rare. Pourquoi le métier a évolué? Puisque maintenant, on utilise beaucoup de produits finis, des panneaux. Mhm. Donc, on a des gens qui se sont spécialisés un petit peu, on va dire, sur l'agencement, qui utilisent beaucoup plus de panneaux. Il y a des problèmes, je suppose, avec les employés, il y a des choses qui les embêtent, il y a des choses qu'ils n'aiment pas faire du tout. Qu'est-ce que c'est qui les agace? La route, le délignage, J'ai vraiment pas pas de... bosser sur les panneaux. Bon, c'est vrai que certains préfèrent travailler avec du bois massif, c'est-à-dire c'est une matière vivante, hein, voilà, il faut dire ce qu'il y a. Quand on parle de menuiserie, Alors que le panneau, bon, c'est un produit tout fini, donc on saute une étape. mais c'est on bien arrive que vous en à- parliez. On saute une étape, on prend un panneau, on le coupe, on assemble. Il y a moins, je dirais que la portée vers le produit base n'est plus le même. C'est-à-dire que le contact n'est plus le même. Avant, on prenait un morceau de bois, on le regardait, on essayait de voir où on peut couper le bon morceau. Oui. Hein? On essayait de passer à la dégo, rabot, à raser, couper, et ainsi de suite, pour finir dans un objet. Maintenant, la démarche n'est plus la même, et que souvent, on a donc du produit fini qui arrive, qu'on assemble. Voilà. D'accord. Après, c'est vrai qu'il y a encore une grande technique, parce que maintenant, avec les panneaux, on peut tout faire. Hein? On peut courber, on peut cintrer, on peut faire beaucoup de choses, on peut faire 1000 choses, mais l'approche n'est plus la même. C'est La là qu'on formation fait- également n'est plus la même. Parce que nous, dans le temps, moi, j'ai refait un brevet compagnon à 36 ans et mes formations après complémentaires. Mhm. C'est que tenon, mortaise, tout ça, c'est des mots maintenant qui, à un moment donné, vont perdre leur sens. Comme tous les métiers, ben, ils évoluent. Il y a des métiers qui disparaissent et des métiers qui évoluent. Ben, le nôtre, le métier de menuisier, a beaucoup évolué. Parce que l'ébéniste qu'on a connu, qui fait des meubles, ben, l'ébéniste maintenant, il a toujours le terme. L'ébéniste, il existe toujours, le métier. C'est fini. Voilà, mais c'est fini. Le métier, il existe toujours. Mais par contre, ça a énormément évolué. C'est pour ça que je les avais imprimés. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens, quand on leur parle de menuiserie, qui se font cette image d'Épinal un petit peu. C'est pour ça que moi, je voulais qu'on aborde ce périmètre-là, le matériau bois. Donc,
Vous me dites que vous travaillez beaucoup de panneaux, donc on est plus dans l'agencement que dans la menuiserie. Plus dans l'agencement. Mais de notre côté, vous travaillez quand même encore du massif, je pense. Vous avez on travaille encore du massif. Là, on va préparer un plafond. Donc voilà, on prépare un plafond pour quelqu'un dans une maison essentielle, puisqu'on est un peu spécialisé dans la restauration. La rénovation, plutôt la rénovation des maisons. Donc on fait pratiquement pas, on travaille pas beaucoup avec les promotions immobilières. Hein. On fait surtout encore beaucoup de rénovations. Donc colombage, des maisons qui existent en tant que fenêtres, volets, parquets, et ainsi de suite. On fait beaucoup de parquets. Là, par contre, on raffole quand on peut faire un parquet massif. D'accord. Voilà. On est heureux. Parce qu'on sent, voilà, une matière noble qui est entre nos mains. Du coup, que ce soit du massif ou du panneau, sans dévoiler des secrets de fabrication, ça vient d'où? C'est du local? Peut-être pas. Parce que... Alors, on essaye de travailler, quand c'est du parquet, j'essaie de travailler avec, voilà, on va dire, local ou français. C'est vous qui fabriquez ou non. Le parquet, on ne peut plus fabriquer, puisqu'il y a des contraintes quand même importantes. Hein. C'est soit des scieries, soit, donc, on a 2-3 entreprises en France qui savent encore bien faire, même ici en Alsace, il y en a pas trop loin qui savent nous faire des produits adaptés à la demande du client. C'est rare, mais c'est intéressant. Oui. Dans ce cas-là, nous sommes vite prêts à démarrer. Vous avez encore des fournisseurs qui travaillent comme ça? Ouais. Alors, ça nécessite du matériel spécialisé, je suppose, pour sortir des grandes quantités. Voilà, c'est des grosses scieries qui sont vraiment spécialisées dans ce domaine-là. D'accord. Avec 4 faces, etc. C'est ça? Nous, on est équipés 4 faces, on a déjà tout ça. Vous êtes déjà équipés? Oui, on a tout ça, mais on a tout ce qu'il faut au niveau parc machine. Ce qui nous manque, c'est la commande numérique. Bon, l'équipe qui va me suivre, c'est le désir, il faudra qu'elle s'équipe d'une commande numérique. D'accord. Donc vous voyez l'évolution. Entre le rabot, je vois bien, oui. Le programme informatique. Faut que ça vous embête, non? Ça vous embête? Non, sinon je vais vous en donner une autre après. Oui, non, mais je le connais. Quand j'ai pris le texte, je vous ai laissé les images. Voilà, mais... Vous savez lire quand même. Quand on parle de panneaux, beaucoup de gens, les gens qui vont regarder cette vidéo, pensent industriels du meuble. On va parler, pas citer de nom, mais fabricant de meubles suédois, ça vous parle un petit peu. Oui. C'est un concurrent pour vous? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout un concurrent pour nous, puisqu'on n'est pas du tout dans la même gamme. Les gens qui vont acheter du panneau, donc on va dire du mobilier industriel, disons comme ça, du mobilier industriel, nous n'avons pas du tout la même approche. Faites du sur-mesure? C'est vrai, on ne fait que du sur-mesure. On n'achète pas, c'est-à-dire qu'on fait que du sur-mesure. Donc vous allez chez votre client, vous étudiez? On va chez le client, on essaye de comprendre déjà ce qu'il désire, le revoir, lui faire une proposition, étudier la question, lui demander de venir pour essayer de toucher, pour voir comment les choses se passent, et ensuite finaliser. Vous lui faites un dessin? On fait un dessin, on essaye de lui montrer également des échantillons, voilà, pour qu'il comprenne, parce que c'est vrai qu'un menuisier ne peut pas commencer à présenter ses objets comme un magasin. Puisqu'on fait sur mesure. C'est unique. C'est unique, donc chaque objet, voilà, chaque réalisation doit vraiment répondre à l'attente du client. C'est-à-dire que voilà, il veut cet objet de telle manière, c'est que nous devons le faire. Donc si je viens vous voir, ce que je vais avoir, il n'y a que moi qui l'aurai. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est pas j'en mets un en expo, il y en a 200 derrière les mêmes. Non, c'est pas. Peut-être que l'évolution d'ici 10, 15, 20 ans, peut-être que oui, mais actuellement, c'est pas notre façon de voir les choses. Enfin, moi, j'espère pas. On s'adapte. Faut que vous sachiez une chose, les gens qui vont regarder cette vidéo sont tous passionnés de menuiserie, ou en tout cas, ils font tous des tenants mortaises à la maison. Voilà, ouais. Eux continuent. Eux, ils continuent. Parce qu'ils peuvent. Mais nous, on sait encore faire. Je me doute bien. On fait encore, mais nous, par contre, on sait encore faire, hein, voilà. Mais nous avons une autre technique maintenant qui a pris un peu le dessus, c'est le tourillonnage. C'est-à-dire qu'on utilise beaucoup d'assemblage par tourillon. Tourillon ou domino? Tourillon? Tourillon. Tourillon en bois. D'accord. Ah ouais. Et ça fonctionne bien. Des gros, des petits, des moyens, des grands. D'accord, ça va du 6 au 20. Tout, ouais. D'accord. Ça fonctionne bien. Je savais pas, tiens. Si.
Parce que dans le monde du musée amateur, on est très... la Mélo... La Mélo, oui, et Domino, mais Tourion, ça existe énormément et nous sommes équipés pour ça. D'accord. Bon, on a parlé du marché, on a parlé un petit peu. Vos clients sont des particuliers, il y a des particuliers, on travaille essentiellement sur la métropole, hein, donc l'Eurométropole. Beaucoup de particuliers, on a quelques maîtres d'œuvre, ça c'est vrai aussi, hein, on a quelques architectes avec lesquels nous travaillons régulièrement, qui savent ce que nous faisons, voilà. Les églises, il me semble. On a, oui, à un moment donné, donc maintenant c'est vrai que les communes et puis ont un peu plus de mal, je dirais, à investir, mais nous avons réalisé pas mal de travaux au sein de l'église, donc essentiellement des bancs d'église, mais aussi dans le temps, surtout mon beau-père aussi, mais surtout du parquet à l'ancienne cloué. D'accord. Ah ouais, cloué sur solive, hein. Voilà, ça se faisait couramment, et puis bon, le dernier temps moins, puisque les communes ont un peu plus de mal, mais c'est toujours une activité que nous pourrons continuer à n'importe quel moment. D'ailleurs, on a un petit projet là en vue également pour une église. Dans la région. Dans la région, toujours. On était un peu plus loin aussi, on était déjà dans les Alpes, on était en Corse, voilà. Mais c'est vraiment occasionnel parce que les clients nous connaissent, donc on sait très bien ce qu'il faut faire, parce qu'on a souvent déjà travaillé pour eux. Donc voilà, des gens qui après sont allés emménager ou partis ailleurs, on les suit un bout de temps, mais ce n'est pas notre volonté. On les suit parce qu'ils nous demandent. Mais pas demain, on va pas aller commencer à prospecter à Paris ou à Nice, ce n'est pas le but. Et s'il y a un client qui nous demande de faire une réalisation particulière, on le fera. Quand on s'est vu, oui. Vous m'avez parlé de la restauration de meubles. Oui. Alors on a quelqu'un ici à l'atelier donc, qui aime faire ça, c'est vrai, un jeune qui a passé un peu ailleurs déjà, dans d'autres boîtes, qui était même à Paris, et qui aime bien ce genre de choses. Alors, on va dire qu'il y a 10, 15, 20 ans, c'était un produit, non pas d'appel, mais les gens venaient régulièrement refaire ou restaurer, ou je dirais rénover le mobilier transmis par la génération. Souvent, on reprenait une belle arme, hein, parce que c'était un objet de la famille. C'était un objet de la famille. Oui. Actuellement, la demande est moins importante. Pourquoi? Parce que l'objet, on le transmet, mais on n'y porte plus la même valeur. D'accord. Une armoire Louis XV ou Louis XVI en chêne massif, c'était un objet qui avait une certaine valeur. Donc, on transmettait et on voulait garder cet objet et on voulait l'améliorer ou le conserver ou le restaurer. Maintenant, on reprend cet objet dans une transmission, mais souvent on ne le met plus en valeur comme on l'a mis en valeur avant. Pourquoi? Parce qu'actuellement, sur le marché de l'immobilier, ce n'est pas quelque chose qui est mis en avant. Peut-être qu'un jour ça va revenir, mais nous savons le faire. D'accord, donc vous avez des demandes qui sont plus rares. Plus rares. Voilà. Ça fait partie de l'évolution du marché. Cela dit, des passionnés de mobilier peuvent encore venir vous voir. Voilà, peuvent encore venir nous voir. D'accord. Voilà. Donc c'est quoi? C'est une dizaine par an? Pardon? C'est une dizaine par an? Ouais, on va dire une dizaine par an. D'accord. Ouais. De toute façon, c'est quelque chose qui est extrêmement... Enfin, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. C'est un travail très précis. Hein? Il faut vraiment être dans de bonnes conditions pour pouvoir réaliser ce genre de travail. D'accord. Pompe funèbre, on va en parler un petit peu quand même. Oui, il n'y a pas de souci. Vous avez travaillé un petit peu dans ce domaine-là et vous travaillez encore un peu? Ici, on travaille surtout ici dans le secteur, hein, puisque c'est le secteur ici du Corosberg et de la Carlante. Voilà, nous sommes implantés depuis de nombreuses années. Alors d'où vient cette activité? Cette activité, on ne l'a pas inventée. Il faut savoir ici, surtout en Alsace, quand il y avait un décès ou un malheur dans une famille, on faisait appel au menuisier. Le menuisier venait, prenait des mesures, hein, il fabriquait le cercueil. Voilà, donc c'est le beau-père qui a commencé donc en 1950. Dans le temps, le menuisier venait, faisait son cercueil, préparait la mise en bière, les gens du village venaient, faisaient office de fossoyeur, et puis voilà, ça se passait dans un cercle très restreint. Maintenant, familial.
familiale. Maintenant, comme nous rayonnons un petit peu au niveau régional, mais nous pouvons également intervenir sur le plan national, puisque nous avons maintenant l'agrément de la préfecture, et ça me paraît tout à fait logique. Donc les gens sont tout à fait libres d'aller rencontrer donc, des pompes funèbres où ils veulent. Hein. Et donc nous étions obligés, donc c'est surtout mon épouse, nous étions obligés de structurer entièrement cette activité. D'avoir un véhicule pompe funèbre, d'avoir des agréments, d'avoir un magasin, de pouvoir recevoir les familles. Donc c'est vraiment quelque chose, une activité à part. Hein. Il faut du temps, il faut écouter les familles, oui, pour pouvoir rendre un service qui est difficile à ce moment-là. C'est ce que j'allais dire, c'est un travail qui est particulier parce que... Il faut savoir écouter, beaucoup écouter. L'aspect purement technique, ouais. Il y a un aspect déjà un petit peu psychologique et quasi spirituel aussi. Et mon épouse, elle fait ça, je dirais, allez, c'est peut-être pas le mot qu'il faut employer, mais elle fait ça bien, en ce sens qu'elle prend le temps, elle prend 2 heures vraiment pour écouter les gens, et puis ensuite pour essayer de trouver une solution avec eux. Alors maintenant, de nos jours, il faut essayer de trouver un prêtre, un pasteur, il faut essayer de faire un peu l'ensemble, donc du journal, du faire dans le journal, jusque je dirais, à la cérémonie au cimetière. D'accord. Ça ne se limite pas à ça. Non, pas du tout. C'est vraiment ça. C'est vraiment un petit maillon de la chaîne. Hein. Le cercueil, vraiment, c'est vraiment un ensemble qui fait qu'il y a un protocole à respecter du début jusqu'à la fin pour ne rien oublier. C'est surtout ça. Et elle fait ça, tout à fait. Seule. Je voulais qu'on en parle parce que... Seule, donc elle a une équipe à part, qui ne font pas du tout partie donc, de l'atelier. D'accord. Hein, donc 5 personnes en plus, hein, qui sont au sein de l'entreprise, qui sont des vacataires, qui interviennent quand il y a une demande. Donc 6 personnes à temps complet, plus 5 personnes. Voilà, c'est ça. Voilà. Selon les besoins. Selon les besoins. D'accord. Les réalisations dont vous êtes le plus fier? Nous avons l'habitude de faire toujours quelque chose de neuf. L'autre jour, nous avions un client qui voulait, avec un plan établi par donc, un décorateur d'intérieur, un agencement très difficile. Un agencement très difficile, en clair, faire des meubles qui ne sont pas droits. Vous rentrez dans la pièce, vous ne savez pas ce qui est horizontal et ce qui est vertical. C'est une demande spécifique, là. C'est une demande spécifique que nous avons réalisée. D'accord. Alors, au départ, il y a une appréhension, on se dit, est-ce qu'on va arriver? Que je comprenne bien, bon, la maison n'est pas droite, mais ça... Non, c'est pas la maison, c'est vraiment un agencement mural. Ce que c'est que le résultat soit... Alors, voilà, alors nous, c'était... Je les motive toujours, je dis toujours aux gars, attendez, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Un petit peu, oui, quand même. Et de plus en plus, on a des demandes comme ça. Qui sort de l'ordinaire, et, croyez-moi, on va y arriver. Voilà l'objectif ou l'idée que je leur donne. Donc, après, c'est vrai qu'au cours de la réalisation, il y a des questions techniques qui se posent, mais ensemble, jamais seul, on trouve une solution. Et après, quand on va voir le client, et on dit, voilà, maintenant, faisons le point ensemble, mes gars, le client, et on regarde ce qu'on a réalisé, c'est ça le but, c'est ça qui fait plaisir. Il peut y avoir des problèmes, mais s'il y a des problèmes, on est là pour les régler. Il faut trouver la solution pour que le client, au bout de compte, soit content. Donc ce qui vous a plu, c'est le défi. C'est le défi. C'est-à-dire, arriver vraiment, on va faire. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux jeunes qui désirent aujourd'hui se lancer dans la menuiserie? C'est-à-dire que nous avons des jeunes maintenant qui aimeraient certainement reprendre le métier. Tous les métiers du bâtiment d'ailleurs. Longtemps, ces métiers ont été dévalorisés. Longtemps, on a dit dans les collèges, et je suis témoin, toi, tu es intelligent, va pas dans le manuel, continue à faire des études. Je suis témoin également. Je suis témoin, et j'ai dû le dire à plusieurs reprises. L'éducation nationale, à mon avis, ne nous a pas rendu service toujours. Même si vous le laissez, vous pourrez le dire. L'éducation nationale ne nous a pas rendu service toujours. Mais c'est un travail important à faire au niveau des parents également. Souvent, les parents souhaitent que leur gamin, le soir, quand il rentre, il ait les mains propres. Oui. Pas les mains dans la colle, dans le ciment,
en Cambouis. Voilà. Oui, je vois. C'est vrai que maintenant, notre gouvernement actuel essaye, mais ce sera un travail de longue haleine. C'est pas demain que les choses vont changer. Il va falloir faire changer les mentalités. Mais nous avons besoin de gens qui sachent travailler avec les mains, parce que les mains nous apportent quelque chose de précieux. Il faut la tête. C'est ce que j'allais dire. Il faut la tête. Sans la tête, hein. C'est pas Mais un il faut les idiot, mains. Et souvent, on a oublié de dire, écoutez, les mains, on en a encore besoin.